Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Calliclès, un sophiste inventé par Platon, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour nous accompagner dans l'explication de sa pensée, nous allons faire appel à Kuzuryu, le roi de carreau du manga Alice in Borderland. Coucou! Aujourd'hui, je change un peu l'intro parce que cet épisode est spécial, il sort le jour de mon anniversaire. Et comme c'est mon anniversaire, j'ai voulu faire un épisode sur un personnage que j'adore. J'ai choisi le roi de carreau, parce que carreau c'est moi, donc c'est un peu mon roi, vous avez compris ? Bon, on y va. Je préfère vous prévenir tout de suite, ceux qui n'auraient pas lu le manga Alice in Borderland, cet épisode du roi de carreau est tout à la fin, et à l'heure où j'enregistre cet épisode, la saison 2 n'est pas encore sortie sur Netflix. Il est donc très peu probable, si vous l'écoutez le jour de sa sortie, que vous connaissiez déjà la fin de l'histoire si vous n'avez pas lu le manga. Vous êtes donc prévenus et je vais immédiatement résumer l'histoire d'Alice in Borderland jusqu'à l'apparition du roi de carreau. Le manga Alice in Borderland raconte l'histoire d'Alice qui voit un feu d'artifice, et j'espère que vous avez coupé si vous ne connaissez pas l'histoire parce que j'annonce immédiatement la fin. Un feu d'artifice qui est en fait une pluie de météorites qui détruit Tokyo en faisant de nombreuses victimes. Toutes ces victimes se retrouvent dans un endroit appelé Borderland, qui est en fait une EMI, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Dans cet univers, ils doivent jouer à des jeux pour survivre. Ceux qui survivent à tous les jeux pourront revenir dans leur corps et reprendre leur vie, tandis que les autres ne se réveilleront pas. Ces jeux sont classés par des cartes à jouer en fonction de leur type ou de leur difficulté. Le chiffre indique la difficulté, un jeu avec un 7 est plus difficile qu'un jeu avec un 2, et la couleur indique la nature de l'épreuve. Le carreau, justement, est la couleur des jeux intellectuels, alors que les piques, par exemple, sont des jeux physiques. Alice rencontre des alliés qui lui permettent de récupérer toutes les petites cartes. Arrive alors la deuxième phase, lors de laquelle les joueurs doivent affronter les habitants de Borderland, qui sont donc les représentants des têtes du jeu de cartes. On apprend très vite que ces habitants sont en fait des anciens joueurs ayant réussi à gagner tous les jeux. En effet, à la toute fin, les gagnants ont le choix entre retourner dans le vrai monde ou rester pour prendre la place des anciens rois, reines et valets. Le roi de carreau, qui n'est pas vaincu par Alice mais par un autre personnage, Shishiya, était autrefois Kuzuryu, un avocat international idéaliste qui rêvait de justice universelle et de défense des faibles contre les forts. Après s'être battu pour l'égalité dans le monde, il se retrouve engagé par une grande société, et alors tout change. Il découvre que la justice ne profite qu'aux riches, et que les lois ne leur servent qu'à garder leurs privilèges. Son chef lui demande d'utiliser sa connaissance de la loi pour effrayer les ouvriers rebelles et les écraser afin qu'ils renoncent à leurs revendications. Kuzuryu connaît alors un vrai traumatisme, toutes ses certitudes et ses valeurs sont renversées. Il rentre à Tokyo et voit le feu d'artifice qui le conduit à Borderland. Une fois sur place, il ne cessera d'observer les autres participants à la recherche d'un signe ou d'une preuve que l'humanité existe encore quelque part. Mais surtout, il prend goût à ce monde où tous sont soumis aux mêmes règles, où il n'a pas à choisir qui doit vivre ou mourir, puisque ce sont les règles du jeu qui décident. C'est justement ce qui le perd, son adversaire, Shishiya, comprend ce traumatisme, et le fait que Kuzuryu n'arrive plus à faire des choix. Shishiya lui montre donc le coup qu'il s'apprête à jouer. Kuzuryu doit donc choisir entre parer le coup et gagner, ou le laisser faire, perdre et mourir. Il n'arrive pas à se décider, ne fait rien et est éliminé du jeu pour avoir refusé de jouer. La notion qui va nous intéresser est évidemment la justice. Kuzuryu perd de n'avoir pas su prendre une décision entre deux qui lui semblaient tout aussi injustes, mourir ou laisser un autre mourir. Il fallait un mort, mais quelle mort était la moins injuste ? Qui fallait-il sacrifier ? Au nom de quoi ? Qui faut-il sauver entre un avocat international au service d'une société véreuse et un étudiant incapable d'éprouver la moindre émotion, tellement peu attaché à la vie qu'il est capable de la jouer au dé à des moments où il est sûr de gagner la partie ?
Kuzuryu, au début de sa vie, défend une justice idéale, égalité et défense des faibles contre les forts. C'est ce principe qu'il considère être la véritable justice, et il va découvrir que les lois humaines ne la respectent pas, en favorisant toujours les plus puissants. Ce décalage entre justice légale et justice idéale est un problème central quand on interroge la notion de justice en philosophie. Souvent, on démontre que les lois visent la justice en son sens idéal, mais qu'à cause de leur forme et de leur généralité, elles ne peuvent jamais atteindre cet idéal. Cependant, cela ne signifie pas que les lois humaines sont injustes. Seulement, comme l'être humain qui les crée, elles sont imparfaites. Deux personnages vont pourtant bien soutenir fermement que les lois humaines sont injustes, Kuzuryu et Calliclès. Le texte que nous allons lire est écrit par Platon. C'est un extrait du dialogue intitulé Gorgias. Les livres de Platon sont tous des dialogues du même modèle. Ils mettent en scène Socrate, le philosophe et maître de Platon, qui est donc dans les textes le porte-parole de Platon. Les autres personnages sont des sophistes. Dans l'Antiquité, ils étaient professeurs de rhétorique, ils apprenaient donc à bien parler pour séduire les foules, ce qui était d'une grande utilité dans les démocraties naissantes. Opposé à ces pratiques, Socrate se promenait à Athènes pour enseigner la philosophie telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une réflexion sur le sens des mots et la connaissance des choses. Les sophistes utilisés par Platon dans ces dialogues sont réels. Gorgias, par exemple, dont le nom a donné à ce dialogue son titre, était un contemporain de Socrate dont on a retrouvé plusieurs textes réfléchissant au pouvoir de la parole. Une seule exception, le fameux Calliclès qui est inventé par Platon. Il apparaît dans le livre Gorgias dans le but de donner à Socrate un adversaire qui ne se laissera jamais convaincre. Calliclès n'est pas là juste pour permettre à Socrate de poser et défendre sa thèse, il a lui-même une idée qu'il va défendre contre Socrate. C'est pourquoi nous étudions les thèses de Calliclès qui, bien que violentes, ont inspiré des philosophes plus tard, Nietzsche en particulier. Dans ce passage, qui est donc entièrement prononcé par Calliclès dans le dialogue, celui-ci va soutenir que les lois humaines sont injustes. Mais comme nous allons le voir, cette critique sera inverse à celle de Kuzuryu, malgré le fait qu'ils en arrivent tous les deux au même résultat. Certes, ce sont les faibles, la masse des gens, qui établissent les lois, j'en suis sûr. C'est donc en fonction d'eux-mêmes et de leur intérêt personnel que les faibles font les lois, qu'ils attribuent les louanges, qu'ils répartissent les blâmes. Ils veulent faire peur aux hommes plus forts qu'eux et qui peuvent leur être supérieurs. C'est pour empêcher que ces hommes ne leur soient supérieurs qu'ils disent qu'il est vilain, qu'il est injuste d'avoir plus que les autres, et que l'injustice consiste justement à vouloir avoir plus. Car ce qui plaît aux faibles, c'est d'avoir l'air d'être égaux à de tels hommes, alors qu'ils leur sont inférieurs. Et quand on dit qu'il est injuste, qu'il est vilain, de vouloir avoir plus que la plupart des gens, on s'exprime en se référant à la loi. Or, au contraire, il est évident, selon moi, que la justice consiste en ce que le meilleur est plus que le moins bon, et le plus fort plus que le moins fort. Partout il en est ainsi, c'est ce que la nature enseigne, chez toutes les espèces animales, chez toutes les races humaines et dans toutes les cités. Si le plus fort domine le moins fort et s'il est supérieur à lui, c'est là le signe que c'est juste. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit avant, vous savez à présent que lorsque l'extrait d'un texte de Platon est un discours d'un personnage autre que Socrate, il ne faut pas considérer que c'est la thèse de Platon, même si c'est lui qui l'a écrite. Le sophiste est l'adversaire et Socrate défend justement une justice qui correspond à celle de Kuzuryu au début. L'égalité, la défense des faibles et surtout le respect de la loi identique pour tous. C'est ce qu'on appelle l'isonomie, de iso égale, racine que vous retrouvez dans isocèle par exemple, et nomos la loi. L'isonomie est l'égalité de tous face à la loi. Calliclès critique violemment le concept d'égalité qu'il va taxer d'injustice. Il part d'un constat, en démocratie, c'est le plus grand nombre qui choisit les lois. Le plus grand nombre, en société, définit la norme, puisque la norme est ce qui est conforme à la majorité des cas. Donc, toujours par définition, ceux qui sont au-dessus de cette norme, qui sont les plus riches, plus intelligents, plus forts, sont moins nombreux, et ne sont pas ceux qui choisissent les lois. C'est ce qui fait dire à Calliclès que les lois ne sont pas vraiment égalitaires, au sens où elles ne favoriseraient personne. Au contraire, elles favorisent les faibles. En effet, à l'état naturel, hors des lois, ce sont les meilleurs qui obtiennent davantage et dirigent les plus faibles.
Calliclès va opposer les lois humaines, faites par le plus grand nombre, à la loi de la nature, qui lui semblera plus juste parce que naturelle et non transformée. L'idée que la nature est une harmonie est récurrent dans la pensée et la mythologie grecque. S'inspirer des lois naturelles pour construire la société humaine est même une source d'autorité. Pour développer ce thème, je vous invite à aller écouter l'épisode sur Mufasa et l'autorité. Des lois qui, ainsi, contredisent l'ordre parfait de la nature sont pour Calliclès une aberration. Le concept d'égalité, en mettant tout le monde au même niveau, permet aux faibles d'avoir plus qu'ils n'en auraient eu à l'état naturel et d'empêcher les forts de s'imposer en prenant davantage. Imaginez-vous à nouveau sur les bancs de l'école. Au dernier contrôle, le professeur a décidé de mettre tout le monde à égalité. Tout le monde aura donc 10 sur 20. Cette proposition vous semble-t-elle juste ? Sûrement, si vous n'avez pas révisé et que vous vous attendiez à avoir 4, vous serez content d'avoir 10. Mais content ne veut pas dire juste. En revanche, si vous aviez longuement travaillé pour réussir ce contrôle et que vous auriez pu avoir 18, vous allez aussitôt ressentir cette injustice parce que c'est vous qui subissez un préjudice. Bien sûr, les propos de Calliclès sont caricaturaux. C'était le but de Platon en créant ce personnage. Cependant, reconnaître qu'une égalité absolue serait injuste n'est pas absurde. Calliclès reste vague en disant qu'il est juste que le meilleur est plus que les autres. Mais le terme de meilleur est très ambigu. Meilleur dans quel domaine ? Est-ce meilleur au sens de plus fort physiquement, celui qui serait capable de dominer les faibles pour en tirer profit ? C'est en ce sens que Calliclès l'entend, lui qui en revient à la loi naturelle qui n'est autre que la loi du plus fort. Mais on peut être intellectuellement meilleur, moralement meilleur, on peut même être meilleur dans le sens plus juste ou plus compétent ou plus méritant. Que celui qui a travaillé plus ait une meilleure note que celui qui n'a rien fait ne choquera personne. Je laisse ici de côté toutes les difficultés qu'il y a à vraiment évaluer le mérite, même si ce sont des réflexions intéressantes. Que celui qui fait le bien et se dévoue aux autres soit plus apprécié ne semble pas non plus injuste. Cette parenthèse étant refermée, revenons à la comparaison entre Calliclès et Kouzuriou. L'un comme l'autre trouve que les lois humaines sont injustes. Calliclès parce qu'elles favorisent les faibles et Kouzuriou parce qu'elles favorisent les forts. En étant engagé dans une grande société, il va se rendre compte que ses recruteurs ne voulaient pas un avocat pour conduire avec justice des négociations entre eux et les plaignants victimes de la pollution causée par la société. Ce qu'ils veulent, c'est un avocat capable de leur permettre de s'en sortir sans la moindre dépense au détriment des victimes. C'est la première désillusion de Kouzuriou. Il constate chez ces personnes un égoïsme immédiat. Mais l'un d'eux va insister et lui montrer que ce n'est pas qu'une question d'égoïsme, mais de conviction. Je cite le manga « Il est normal qu'il y ait des forts et des faibles ». Telles sont les paroles de celui qui l'a engagé. Après une première tentative de négociation qui a échoué, Kouzuriou revient à l'idée de justice. Puisque les plaignants sont déterminés, il suffirait de les dédommager. Il apprend alors que le patron de la société a attaqué physiquement les avocats des plaignants pour qu'ils ne soient plus en mesure de porter plainte, et ce afin d'éviter une mauvaise publicité pour sa société. Cet événement fera basculer définitivement Kouzuriou. Perdu, ne voyant plus le sens de son idéal de justice, il rentre à Tokyo, et c'est là que la pluie de météorites l'envoie à Borderland. Contrairement aux autres joueurs, et en particulier le héros Alice, Kouzuriou ne va pas ressentir l'injustice d'un monde où il voit chaque soir certains de ses amis mourir. Au contraire, libéré du poids de la décision, qui lui aurait demandé de favoriser certains au détriment des autres, il se retrouve dans un monde où seules les règles du jeu déterminent qui doit vivre et qui doit mourir. Si les lois humaines lui semblaient injustes au départ, c'était parce qu'elles étaient le fruit d'une décision humaine. Les lois étaient à l'avantage des forts parce que les forts avaient le pouvoir de se favoriser eux-mêmes. Bien que le raisonnement soit retourné par rapport à celui de Calliclès, il se fonde sur le même principe. Chez Calliclès, les lois étaient à l'avantage des faibles parce que les faibles, grâce à leur nombre, étaient capables de les faire tourner en leur faveur. Laisser des êtres humains, avec leur imperfection et leur égoïsme, gérer la justice, c'est une erreur autant pour Kouzuriou que pour Calliclès. Alors, Calliclès en appelle à la loi de la nature, qui est neutre et bien plus parfaite que ne l'est l'être humain. Kouzuriou, lui, va en arriver à la même conclusion. Laisser faire la loi de la nature. Certes, Borderland n'est pas vraiment la nature, mais quand on y regarde bien, on se rend compte que ce goût pour Borderland est bien un retour à la loi du plus fort. Si Kouzuriou aime autant ce lieu et choisit d'y rester dans le rôle du roi de carreau,
C'est parce que, lui semble-t-il, dans les jeux, tout le monde est soumis aux mêmes règles. Et c'est le cas. Il n'y a aucun moyen de tricher, puisque la triche est immédiatement punie de mort par une puissance mystérieuse qui contrôle tout. Fuir le jeu en cours est impossible, refuser de jouer est impossible à cause des visas, essayer de détourner les règles est impossible. L'isonomie dont il rêvait pour tous est respectée. Enfin, le principe d'égalité de tous face à la loi dont il rêvait est la règle de ce monde. Et que se passe-t-il alors ? Les joueurs, étant tous soumis aux mêmes règles, n'ont plus que leurs propres ressources pour survivre. En réalité, Borderlands n'est rien d'autre qu'un retour à la loi du plus fort. Un plus fort qui n'est pas forcément physique, même si c'est le cas des jeux de pique. Un plus fort qui peut être le plus intelligent ou celui qui est le plus capable de manipuler les autres. Et en réalité, dans la nature, c'est bien la même chose. Tout le monde est soumis aux mêmes règles, il n'est pas possible d'échapper aux lois naturelles. Si vous n'avez plus rien à manger, vous allez mourir, impossible de contourner cette loi. Caliclès et Kuzuryu, après leur critique opposée, en arrivent donc à la même conclusion. Ce qui est juste, c'est ce que la nature décrète. Ce qui est juste, c'est une nécessité aveugle, jamais une décision humaine qui sera toujours biaisée. Embauché dans une grande entreprise, Kuzuryu s'était rendu compte qu'il faisait partie des meilleurs. Il était un privilégié grâce à son intelligence hors du commun. À Borderlands, il sera donc le roi de carreau, le meilleur dans le domaine de la réflexion et du calcul. Il reste dans les privilégiés, mais cette position ne lui semble plus être un privilège, justement parce qu'elle est un résultat des lois de la nature. Mais peut-on toujours s'en remettre à la nature sans jamais prendre la moindre décision ? La vie humaine n'est-elle pas faite de telle sorte qu'on soit forcé de faire des choix parce que c'est dans notre nature ? On ne peut ignorer en tant qu'humain ce que l'on ressent ou ce que l'on sait. C'est ainsi que Shishiya parviendra à vaincre le roi de carreau, en lui rappelant que l'homme, comme dit Sartre, est condamné à être libre. Pour en savoir plus sur Sartre, je vous renvoie à l'épisode sur Retour vers le futur qui s'appelle Lorraine McFly et Sartre. Shishiya parviendra finalement à détourner les règles du jeu en montrant à Kuzuryu le coup qu'il s'apprête à jouer. À présent, Kuzuryu sait et il ne peut plus faire comme s'il ne savait pas parce que le jeu consiste à deviner ce que va faire l'adversaire et là il n'y a plus rien à deviner. Il ne peut plus s'en remettre aux règles, ici il y a un choix à faire, il faut choisir qui, entre Shishiya et lui, survivra au jeu. Shishiya renouvelle sa stratégie 3 fois il met Kuzuryu dans cette situation qui lui est insupportable, celle où c'est lui qui doit choisir qui doit vivre et qui doit mourir. Finalement, Kuzuryu ne choisit pas, il ne donne aucune réponse et meurt pour n'avoir pas joué le jeu. S'en remettre entièrement aux lois de la nature, dans un monde humain, avec tout ce que le terme d'humain implique, se révèle donc finalement impossible. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou, si vous êtes sur YouTube, un pouce bleu et un commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.